Quelque chose qui est assez fin quand on connaît un peu la pensée d'Arendt et qu'on connaît les critiques qui lui sont adressées, c'est qu'il y a des gens qui disent ouais mais non, mais Eichmann il savait calculer, le mec il argumente, et c'était pas juste un petit pion, c'était quand même un grand responsable. Donc en fait ta thèse comme quoi c'est un médiocre, faut arrêter, hein, faut arrêter 2 secondes. Et en fait c'est là qu'est la force de la pensée d'Arendt, c'est qu'il faut distinguer la pensée théorique, la pensée calculatoire, la pensée savoir faire 1 plus 1, de la pensée morale. Quand elle dit le vent de la pensée, Eichmann c'était un médiocre qui avait oublié de penser, ben en fait il avait oublié de se penser en tant qu'humain. C'est ça qu'elle veut dire. Donc c'est au niveau moral. Ça va? Alors, on a parlé également d'Hans Jonas, donc contemporain d'Hannah Arendt, qu'on a rappelé tout à l'heure, hein, cette idée qu'en fait, puisque nous avons un potentiel désormais colossal, un pouvoir d'action humain qui est décuplé par nos technologies, ce pouvoir potentiellement il est également destructeur. Et donc à ce pouvoir de plus en plus fort s'adjoint une responsabilité de plus en plus forte aussi. En gros, si en appuyant sur un bouton vous pouvez faire péter un État, vous êtes considéré comme plus responsable que quelqu'un qui a juste pas autant de moyens. À mon pouvoir est corrélée une grande responsabilité. Et c'est ce que Jonas nous dit, et il nous dit au niveau collectif et aussi au niveau, c'est pas juste ma responsabilité par rapport à demain, par rapport à un acte, c'est pas en fait, on a vu souvent en philosophie les penseurs qui précèdent Hans Jonas, c'est une responsabilité quasi immédiate, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup de temps qui s'écoule, c'est genre vous donnez un coup de poing, ça fait mal à une autre personne, et du coup, ben, vous êtes responsable de ça. Mais vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe chez vos arrière-petits-enfants. Ben, ici, on est un peu dans le cas. C'est les actes que nous posons aujourd'hui, potentiellement dans 500 ans, ils peuvent détruire l'humanité. Et on ne sait même pas, en fait. On ne sait même pas dans quelle mesure ce qu'on pose aujourd'hui comme acte n'est pas délétère pour la vie future. C'est se dire, en tout cas, on ne sait même pas la probabilité d'occurrence, le risque potentiel, sa probabilité d'occurrence. On ne sait même pas si ça pourrait arriver et quand, mais en tout cas, on sait que c'est un gros risque et qu'on peut faire des choses. Justement, Hans Jonas nous dit, l'heuristique de la peur, c'est l'invitation d'agir face à la peur. C'est l'invitation à connaître, l'invitation à tâcher de maîtriser les conséquences potentiellement catastrophiques de ce que nous développons aujourd'hui. Ça va? Et puis on avait Ricoeur, et donc Ricoeur justement c'est quelque part entre liberté et déterminisme, ben, on a Ricoeur, je vous avais dit c'est un philosophe de la synthèse qui nous dit que, en fait, qui est plutôt existentialiste, donc qui nous dit je peux me définir par moi-même, par mes propres choix et donc par ma volonté, et en même temps ben, il y a des choses qui préformatent cette volonté, ou en tout cas qui la limitent d'une certaine manière, qui la déterminent d'une certaine manière. Effectivement, Ricoeur s'inscrit dans un existentialisme, mais un existentialisme plus modéré, en tout cas plus minimal. Où effectivement, donc, qui garde l'idée de base que nous pouvons nous définir au travers de nos actes, et en même temps qu'il y a des déterminations qui font que nous ne choisissons pas tout et pas toujours. Et notamment, ben voilà, le fait que j'ai la dalle, ou que j'ai donc ce qu'on appelle un motif, c'est en fait, bah, quand je viens donner cours à l'IEX, ça fait tomber les sous dans ma tirelire. Ben, en fait, c'est un motif. C'est une chose extérieure qui fait que je vais prendre plus volontiers cette décision-là qu'une autre. J'ai quelque chose à y gagner ou à faire gagner à quelqu'un ou un truc comme ça. Donc ça va être plus facile potentiellement. La motion, nos émotions typiquement, il y a beaucoup de courants de pensée en psychologie actuellement qui se disent, bah, en fait, l'émotion, elle est presque première, elle est presque de l'ordre automatique par rapport à nos décisions. La décision consciente, raisonnée, est souvent préfigurée dans l'émotion. C'est-à-dire qu'une émotion contient quoi? Notamment, elle contient un élan vers une certaine action.
préfigure, ça préformate quelque part déjà la réaction consciente que je pourrais avoir. Vous voyez, les émotions, c'est quand même quelque chose qui, en fait, qui nous détermine d'une certaine manière, qui, en tout cas, limite notre domaine d'action. Alors, c'est pas parce que je suis pas en colère que je peux pas agir comme j'ai envie, mais toujours est-il que je dois faire avec. Je dois faire avec le fait qu'il y a des choses qui sont moins faciles que d'autres, que j'ai des motifs. Je dois faire avec le fait que j'ai des motions, j'ai des trucs qui me mettent en mouvement. C'est ça, motion. Hein. Non, émotion, motion, il y a le mouvement. Et puis il y a des choses auxquelles je dois consentir. En fait, le simple fait d'avoir acquis plus ou moins un caractère, d'avoir modelé une personnalité, alors ça peut changer et en même temps, je dois faire avec. Et ça ne va pas être nécessairement facile. Il y a certaines personnes qui ont peur des araignées. Ça augmente leur... Enfin, ça change. L'expérience du monde de cette personne-là n'est pas la même que la mienne. L'inconscient, alors l'inconscient c'est de plus en plus remis en cause en psychanalyse. Moi je crois qu'on peut même s'en passer de l'inconscient. En tout cas l'idée qu'en tout cas nos décisions raisonnées, conscientes, ne sont pas nécessairement l'essentiel de notre activité et de ce qui nous pousse à décider. En fait la raison c'est bien peu de choses. Hein. Ça c'est toute la postmodernité, Finalement, la postmodernité, c'est quoi? La modernité, c'était caractérisé par la croyance dans la raison, la croyance dans la science, la croyance dans le progrès humain, que ce soit technique, que ce soit moral. Et puis, on a eu en fait des actes atroces, la Seconde Guerre mondiale, des génocides à large échelle, le colonialisme, etc. Et qui nous font dire, est-ce qu'on a vraiment progressé au niveau humain? Donc, voilà. Tout ça pour dire que, en fait, on est dans la postmodernité qui nous dit, tiens, l'humain qui se sent tout puissant et qui se sent maître de lui-même, en fait, peut-être il n'est même pas maître de lui-même. En fait, peut-être que la raison, c'est qu'une petite part de l'humain et qu'en fait, la plupart de nos choix, d'ailleurs, ils sont irrationnels. Ils ne sont pas basés sur la raison. Et puis Ricoeur nous dit on doit consentir à la vie, à l'existence, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi de naître. Est-ce que quelqu'un qui se suicide choisit en fait sa mort? C'est une question philosophique, typiquement. Mais voilà. Justement, on pourrait se demander, une question philosophique, c'est dans quelle mesure notre identité biologique détermine nos actes. Et je prends deux exemples. Je vais prendre deux exemples, c'est l'exemple des groupes sanguins. En fait, c'est fou de se dire que vous pouvez recevoir ou donner du sang, mais pas à n'importe qui. C'est-à-dire vous pouvez avoir un certain type d'interaction, mais avec les différentes personnes. Les allergies, pareil. En fait, les allergies, c'est en fait dans votre donnée biologique, vous êtes allergique à un certain type de choses. Donc votre expérience au monde, elle est limitée par votre biologie. Et donc je me demande dans quelle mesure, la question c'est de savoir, est-ce que dès lors que je peux être préformaté dans mon expérience au monde, est-ce que je peux être préformaté d'un point de vue moral? Est-ce que dans mon essence même, dans mes gènes, il y a des choses qui sont écrites, qui sont préécrites, qui font que je vais avoir peur de certains individus, qui font que je vais me mettre en colère d'une certaine manière, qui font que... Trois petits points. Et qui en fait... Voilà, question, hein. C'est la question sommes-nous libres ou déterminés, elle reste ouverte. Si ça se trouve, on est juste des putains de programmes informatiques et on est dans les Sims. Et en fait, il y a une intelligence supérieure qui a déjà décidé en amont tout ce qu'on allait faire comme interaction. Si ça se trouve. Et en même temps, moi je vous ai dit, ce que je préfère, c'est croire que finalement on a quand même une marge de choix pour se définir moralement. Parce que le fait de croire ça, justement, ça ouvre le champ de nos possibles, à mon sens. Sinon, je ne me serais même pas levé ce matin. Ouais. Après,
Après, j'ai fait un article sur l'existentialisme en particulier. Donc il y a les podcasts, mais il y a aussi, ça rejoint beaucoup le syllabus, mais ça met vraiment le focus sur l'existentialisme tel qu'on vient d'en parler. Alors, vous dire que une des autres tensions que vous pourriez mobiliser, c'est la question de l'obéissance. Alors, est-ce qu'il y a moyen de s'obéir juste à soi? Est-ce qu'il y a moyen d'obéir finalement? Est-ce que même quand j'agis en pensant ce qui est bien, est-ce que je ne suis pas en train d'obéir à papa et maman? J'en sais rien. J'avais envie de renvoyer cette question-là. La question de l'obéissance et la question de mon pouvoir à moi. Est-ce que finalement, ça rejoint la définition de l'autonomie? Est-ce qu'on peut obéir sans règle? Est-ce que finalement, obéir, c'est pas juste choisir... Enfin, désobéir, c'est pas choisir une autre règle. Quand je dis non, en fait, je dis oui à autre chose. Quand je dis non à une expérience, je dis oui à une autre expérience. Je dis oui à préserver mon calme, à préserver ma sécurité, par exemple. Donc, dans quelle mesure, à chaque fois que je crois désobéir, en fait, je ne suis pas en train d'obéir à quelque chose d'autre? Quand est-ce que vous obéissez? Quand est-ce que vous désobéissez? Quelle est la place des règles dans votre questionnement? La question du rapport entre les règles et la liberté dans l'éducation, c'est une question que vous pouvez mobiliser dans vos travaux également. Malheureusement, je ne vais pas beaucoup ici l'illustrer. Ça va? La question des droits de l'homme, en fait. La question, est-ce que finalement on a une liberté absolue? Est-ce que les droits de l'homme sont garants de notre liberté? Est-ce qu'on peut avoir une liberté totale sans avoir un socle de règles qui nous la balise? Parfois, quand je désobéis, peut-être que j'obéis à une règle. Que mon pouvoir, c'est peut-être finalement d'obéir à ce à quoi je choisis d'obéir. À mes normes morales, à mes valeurs, par exemple. Et mes normes morales, mes valeurs, est-ce qu'elles me viennent de moi ou d'ailleurs? Alors, j'avais envie quand même de parler, du coup, comme on parle, tout ça est en lien avec la citoyenneté, la démocratie, finalement. Comment je développe le pouvoir d'agir des gens. Et il y a ce concept très fort d'égalité des chances. L'équité, en gros. L'équité, c'est pas la même chose que l'égalité. Voilà, c'est pas de donner une caisse à chacun, c'est le fait de dire, en fait, il y en a qui sont plus petits, et du coup, ils ont besoin de monter sur une petite marche pour voir le match de foot comme les autres. D'accord? Et alors que quelqu'un qui fait 1m90, lui, il n'a pas besoin d'une petite marche. Donc il ne s'agit pas de donner une petite marche à tout le monde, il s'agit de répartir les petites marches en fonction des caractéristiques de chacun, de la place dans le système de chacune. Et alors il y a John Rawls, c'est un penseur anglo-saxon de l'équité, justement de l'égalité des chances, c'est à lui en gros qu'on doit ce genre de concept, qui nous propose une expérience de pensée, c'est le voile d'ignorance. Le voile d'ignorance, c'est en admettant que je sois derrière un voile d'ignorance, donc il y a un truc, vous voyez, un voile que je mets devant ma tête, qui fait que je ne sais pas quelle sera ma position dans le système social demain. Je ne sais pas si je serai en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle, en gros. Je ne sais pas si je serai parmi les plus fortunés ou parmi les moins fortunés. Eh bien, il nous dit que, quand même, j'ai tout intérêt à ce que ceux qui sont tout en bas de l'échelle, ils soient quand même pas trop dans la merde et ils puissent monter en haut. Donc, en gros, suite à cette expérience de pensée, il nous dit, donc, si je ne sais pas quelle est ma position dans le système demain, j'ai quand même intérêt à faire que ceux qui sont mal lotis dans ce système, ils puissent quand même s'en sortir. Autant que les autres. Ils puissent avoir leur starting block puisse quand même être plutôt pas pourri. Et donc, je vais avoir tendance à maximiser les chances des moins bien lotis. D'accord? C'est ça l'égalité des chances. C'est en fait les moins bien lotis, je vais leur donner un petit coup de pouce. Je vais faire que le système leur donne un petit coup de pouce pour qu'ils puissent eux aussi avoir les mêmes chances d'arriver en haut de l'échelle. Ça va? C'est ça l'idée en fait de l'égalité des chances.
Alors je pense, on peut se poser la question, est-ce que émanciper, ça veut dire d'office apprendre à désobéir? Est-ce que émanciper, ça veut dire en gros fuck les règles, etc. Ou est-ce que c'est apprendre des règles pour peut-être enfin, par exemple, parler des droits de l'homme à l'école, dire que c'est important, et en même temps développer un esprit critique par rapport aux droits de l'homme et à comment ils sont appliqués en France, par exemple. Donc tout ce qui est, c'est les liens avec autodétermination, autonomie, etc., dont on a déjà parlé. Donc, tout ça peut être mis en perspective avec la question des règles sociales, que ce soit des règles, les lois, mais que ce soit aussi des normes